Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau webinaire ce matin avec Charlotte. Bonjour Charlotte. Bonjour Valentin. Donc Charlotte qu'on ne présente plus, gérante du fonds CMAM Global Gold et surtout experte sur le secteur aurifère. On va tout de suite passer dans le vif du sujet et parler des drivers de l'or. Oui, donc bonjour à tous et merci Valentin de nous recevoir pour faire ce petit update. Et effectivement, on va rentrer directement dans le vif du sujet pour faire un petit peu l'état des lieux du secteur et de la tendance aurifère, puisqu'effectivement, comme vous l'avez constaté, je pense que certains sont peut-être un peu déçus de la tendance puisqu'on est encore un petit peu en baisse depuis le début de l'année, à la fois sur l'or et sur le secteur aurifère. Alors pourquoi, alors qu'on s'attendait plutôt à une bonne tenue du secteur, pourquoi nous sommes en baisse? Eh bien déjà, si on revient sur les fondamentaux de long terme, de moyen à long terme, ils sont plutôt positifs. Et ça a été confirmé encore par le World Gold Council il y a quelques jours, où vous avez une demande de bijouterie qui est en forte hausse, de plus 28% par rapport à l'année dernière. Donc ça, cette demande a profité finalement du creux du prix de l'or du troisième trimestre. Vous avez des banques centrales qui, là, ont vraiment surpris puisque vous avez plus de 300 tonnes d'or qui ont été achetées aussi au cours du troisième trimestre par les banques centrales, souvent donc de pays émergents comme le Kazakhstan, la Turquie, l'Inde. Voilà, donc ça c'est un deuxième soutien qui revient sur le secteur aurifère. Et puis la demande industrielle et de technologie qui, elle, depuis la reprise de l'activité, est en hausse également. L'offre minière, elle, reste stable, plus 1% sur le troisième trimestre. Donc voilà. Donc ce qui a beaucoup évolué et ce qui a fait baisser en fait l'or, c'est surtout la demande d'investissement, puisque c'est lié aux ETF, comme souvent, on vous l'a souvent indiqué, puisque en demande de protection, en demande d'investissement physique, c'est plutôt une hausse, puisque dans nombreux pays où il y a une forte inflation, eh bien, un certain nombre d'investisseurs ou de petits porteurs achètent des pièces ou des lingots pour se protéger de l'inflation à moyen long terme. En revanche, les investisseurs plus court terme, eux, qui utilisent souvent donc les ETF et les options, par exemple, sur le COMEX, eh bien, eux ont été drivés par les indicateurs économiques et financiers de court terme, donc que vous voyez sur la droite. Tout d'abord, évidemment, le premier changement, c'est l'inversion très très forte et très rapide des politiques monétaires que vous avez vues, notamment de la part de la Fed, et cette accélération de la remontée des taux de la part de la Fed. Ensuite, le deuxième élément, évidemment, avec cette remontée des taux, c'est la remontée des taux d'intérêt réels qui étaient négatifs et qui sont passés positifs, qui sont aujourd'hui à un point, à un plateau, qui ont atteint un plateau de 1,5% actuellement, ce qui reste quand même encore très bas, mais ils ne sont plus négatifs. Donc ça, c'est le deuxième élément qui a pesé. Et enfin, le troisième élément, et non des moindres, c'est surtout l'évolution du dollar américain qui est en forte hausse versus l'ensemble des autres monnaies. Et donc, pourquoi? En fait, les investisseurs ont acheté du dollar pour ensuite aller sur les bonds américains pour se protéger de l'ensemble des risques plutôt économiques et puis la guerre en Ukraine qui pénalise beaucoup l'Europe. Et donc voilà, donc tous ces éléments ont été très négatifs et ont pesé sur le prix de l'or avec la demande donc d'ETF qui affaiblit. Donc c'est plutôt des ventes d'ETF qu'on a connues. Et donc une vente d'ETF, c'est une offre d'or. Voilà. L'inflation reste un élément positif, mais c'est pareil, les investisseurs anticipent déjà, grâce aux actions de la Fed, en fait, que l'inflation à moyen long terme va être inférieure à 3%. Et donc, c'est un soutien, mais pour l'instant, moindre. Donc, pour illustrer ces propos, je vous propose de voir quelques graphiques. Voilà. Donc là, vous voyez l'évolution donc de l'or et
la corrélation inverse par rapport au dollar américain, donc l'or qui est la courbe grise, et vous voyez qu'à partir d'avril 2022, eh bien, l'or a vraiment suivi la hausse du dollar américain, puisque c'est une échelle inversée sur la droite, donc qui est la courbe bleue. Et on voit bien, même sur les derniers mouvements, donc de début novembre, donc cette corrélation qui est vraiment très 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 forte. Elle n'est pas toujours vraie, puisque vous voyez, avant avril, il y avait une corrélation qui était beaucoup moins forte. Mais il y a des périodes où vraiment, elle est vraiment très très forte. Le deuxième graphique qui illustre donc cette tendance, eh bien, c'est les anticipations d'inflation, qui on dit que l'or protège quand les anticipations d'inflation sont supérieures à 3%, mais durablement. Et donc vous voyez bien donc, sur la première partie du graphique donc, que cette corrélation s'est vraiment fixée à partir de la fin de l'année 2020, 2021, où il y avait déjà ces anticipations d'inflation qui ont été accélérées ou amplifiées avec la guerre en Ukraine. Voilà. Et sur le graphique de droite, vous voyez bien qu'il y a vraiment une quasi-corrélation parfaite à partir donc de fin 2021. Et puis, quand les anticipations d'inflation ont commencé à baisser dans le premier trimestre, fin du premier trimestre de l'année 2022, eh bien, on voit que l'or a baissé. Et donc, vous voyez qu'aujourd'hui, les anticipations d'inflation à 5 ans, elles sont largement inférieures à 3, même si c'est pareil. Les derniers événements très très récents montrent une remontée donc de cette anticipation. Enfin, le troisième élément, et non des moindres, puisque vous savez que l'or, c'est aussi un actif sans rendement, donc quand les taux d'intérêt réels redeviennent positifs ou augmentent, eh bien, il est moins intéressant de détenir un actif sans rendement. Et vous voyez que l'or, sur ce graphique, donc toujours la courbe grise, eh bien, a commencé à fortement baisser au moment où les taux d'intérêt réels sont passés de, on va dire, moins 0,7% à 1,5% qui nous semble un plateau actuellement plutôt tenable. Donc voilà pour les éléments donc sur l'or. Et enfin, le dernier graphique, évidemment, donc, qui est la tendance des ETF. Et vous voyez que là, c'est vraiment le principal outil des investisseurs que vous connaissez. Les sociétés aurifères. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent aujourd'hui sur les résultats depuis les 3 premiers trimestres de l'année? Eh bien, comme beaucoup de sociétés ou les autres secteurs, elles subissent clairement des hausses de coûts de production. Alors, en moyenne de 10%, c'était un peu ce qui était attendu. Déjà en début d'année, elles avaient plutôt bien guidé, les sociétés avaient plutôt bien guidé à ce niveau-là. Les hausses de coûts, elles viennent d'où? Eh bien, des prix de l'énergie pour certaines, des prix de la main-d'œuvre, parfois difficiles à trouver, comme en Australie ou au Canada. Mais elles ont eu un avantage assez fort. Donc, c'est la hausse du dollar, donc finalement, a un impact positif sur les producteurs qui produisent en monnaie locale. Donc, finalement, la hausse de coûts de certains coûts a été compensée en partie par cet effet de devise positif pour elles. En revanche, des sociétés comme Newmont, vous voyez, c'est dans les moins bons producteurs, effectivement, depuis le début de l'année, enfin, en termes de résultats, eh bien, Newmont a été pénalisée parce qu'elle a finalement subi un petit peu l'ensemble des hausses que je viens de citer. Et donc, l'énergie, la main-d'œuvre, mais aussi de la hausse du dollar. Alors que d'autres, comme par exemple Alamos Gold ou Agnico ou Torex, eux, n'ont subi que un des éléments et ont subi l'effet favorable donc de la hausse du dollar versus les monnaies locales. Donc il y a quand même des gagnants et des perdants face à cette hausse des coûts de production finalement. Oui. Il y a quand même des gagnants et des perdants. Par exemple, quand vous produisez, notamment aux États-Unis, vous avez eu effectivement la hausse des coûts salariaux, de la recherche de main-d'œuvre qui est plus difficile à trouver. Vous avez eu quand même de la hausse de l'énergie.
et puis l'impact du dollar. Par contre, si vous produisez au Mexique, tu as eu moins de hausse des coûts salariaux, tu as eu moins d'impact des coûts de l'énergie, hein, ça dépend un petit peu où c'est que... Parce qu'aujourd'hui, les producteurs ont aussi diversifié leurs sources d'énergie, et tu as eu l'effet très favorable sur le réal brésilien, sur le peso brésilien, pardon. Et donc, par exemple, ça c'est un deuxième exemple. Et par exemple, pour les producteurs canadiens, donc eux, ils ont un effet très positif du dollar canadien. Par contre, ils ont aussi un effet très positif sur l'énergie parce qu'ils ont eu très peu de hausse de coût de l'énergie puisque l'essentiel des coûts énergétiques viennent de sources de production hydroélectriques qui n'ont pas impacté vraiment ces coûts. Il y a juste le coût du diesel pour le transport un petit peu de matériaux ou autre. Donc ça reste relativement limité. Le deuxième élément qu'on apprend donc sur cette première partie de l'année, c'est que les sociétés donc restent vraiment toujours focalisées sur la génération de cash flow et de free cash flow. Hein. On ne repart pas toujours, hein, donc comme le cycle précédent, ça c'est très important, sur des hausses de capex fortes ou sur des investissements forts comme les années précédentes, surtout quand l'or commence à faiblir un petit peu. Voilà, donc là, les sociétés restent vraiment très focalisées sur leur allocation du capital. Elles font toujours du retour à l'actionnaire hein, au travers du dividende et même pour certaines au travers de share buyback, hein, donc de rachat d'actions. Donc ça, c'est très positif pour nous, pour l'ensemble du secteur aurifère et des sociétés. Même si effectivement le troisième trimestre aura été plus difficile pour les sociétés parce que c'est vraiment là où on voit l'impact sur les coûts le plus fort. Et donc, on peut s'attendre à ce que le dividende trimestriel soit un petit peu plus faible au troisième trimestre, ce qui paraît assez logique hein, finalement. Côté M&A, on est toujours sur une période assez active, hein, comme le montre actuellement donc finalement le raid que font Agnico Eagle et Pan American Silver sur Yamana Gold, au nez et à la barbe de Goldfield qui avait lancé une offre, mais ils ne mettent pas une prime. Et ils partagent en fait les investissements ou le coût de cette acquisition. Donc c'est plutôt un M&A qui nous semble très favorable pour les deux sociétés. Enfin, le troisième élément, enfin le dernier élément et non des moindres, mais qui montre aussi que les sociétés sont disciplinées, c'est qu'on sait que l'inflation qu'on vit aujourd'hui va impacter finalement les dépenses d'investissement futures, puisque bon, vous avez quand même un certain nombre de prix qui restent sur des niveaux élevés, hein, le prix des métaux, le prix de certains matériaux, de certains réactifs, ça, ils vont rester élevés, et donc au niveau, le prix du ciment, par exemple, quand vous construisez une mine, eh bien, ces éléments-là vont rester sur des niveaux élevés, et donc vous allez avoir une hausse des capex, non pas parce qu'elles vont investir plus, mais liées à ces hausses des prix. Voilà pour l'année prochaine. Donc voilà un petit peu ce que nous disent les sociétés aujourd'hui, que nous avons d'ailleurs rencontrées lors d'un dernier séminaire tu à reviens, Denver. exactement. Oui, voilà. Ici, pour nous montrer quand même notre confiance par rapport à cette tendance, eh bien, vous voyez donc la courbe des coûts du portefeuille, hein, de notre portefeuille CMAM Global Gold, et vous voyez donc la courbe bleue qui est le cours actuel donc, de l'or, et en fait, vous voyez que les coûts totaux moyens donc, de notre portefeuille se situent autour de 1100 dollars l'once. Et donc, ça nous donne quand même une marge de manœuvre hein, assez importante pour les sociétés hein, de notre portefeuille. Enfin, vous voyez ici sur cette courbe, hein, donc, qui est la courbe des CAPEX donc, des sociétés aurifères en fonction donc, de la catégorie de ces sociétés, en rouge junior. Et vous voyez que ces CAPEX sont plutôt en baisse. Hein. Donc, en rouge, les juniors, hein, donc, qui sont normalement ceux qui investissent aussi beaucoup. Les majors, elles voient aussi réduire leur CAPEX. Les sociétés de taille moyenne aujourd'hui sont plutôt en train de fusionner entre elles
plutôt que de faire des nouveaux développements, donc on le voit un petit peu. Et puis, vous avez quand même les développeurs qui reviennent un petit peu plus sur le marché, hein, pour ensuite, souvent, et nous c'est ce qu'on attend un petit peu, une fois qu'elles commencent à avoir diffusé leur étude de faisabilité, ce sont des sociétés qui seront ensuite recherchées par des sociétés juniors pour être rachetées, hein, donc dans ce mouvement donc, de fusion-acquisition. Mais vous voyez quand même sur ce graphique la discipline, hein, des managements Et, sur, et peut-être depuis 2-3 ans. un petit mot sur les sociétés de royauté que tu aimes bien, que tu as en Oui, portefeuille. oui, C'est vrai qu'on là, sur le graphique, c'est assez frappant. On voit que les investissements, finalement, ont beaucoup baissé en proportion. oui, Euh, à quoi c'est dû? oui, oui. Alors effectivement, les sociétés de royauté, aujourd'hui, elles investissent peu. Alors elles vont recommencer probablement maintenant ou à partir de 2023. Alors c'est aussi à cause du fait que les sociétés aurifères, hein, les juniors ou les développeurs, trouvaient du financement par ailleurs. D'accord, Parce que le financement par les sociétés de royauté, c'est vraiment un petit peu en dernier recours, parce d'accord. que c'est le mode de financement le plus coûteux pour ces sociétés-là, pour les sociétés minières. Donc, c'est vrai qu'elles ont préféré soit faire appel au marché, soit faire de la dette. Non, il y a eu très peu de dettes qui ont été D'accord. faites, mais finalement faire appel au marché pour développer, puisqu'il y avait quand même un intérêt, hein. Il y a toujours un peu un intérêt sur le secteur et des investisseurs. Et donc, du coup, c'est pour ça que tu vois que les développeurs, hein, ont cette année des capex un petit peu plus élevés parce qu'elles trouvent du financement plus facilement. À partir du moment où elles auront moins de facilité à trouver du financement, elles feront Là, elles appel feront appel de aux nouveau. sociétés de royauté. Voilà. Ça n'empêche pas qu'on aime quand même bien cette activité, Mhm. puisque dans des périodes où les marges peuvent se compresser un petit peu, comme on le vit quand même un petit peu actuellement, même si on reste sur des niveaux élevés du prix de l'or, Mhm. eh bien, les sociétés de royauté, elles, n'ayant pas d'impact de coût, hein, Sur les coûts de sur les production coûts de notamment, sur production, l'inflation voilà, qui eh est bien, impactée. elles sont plus protectrices pour nous investisseurs, hein. Donc dans ces périodes-là, donc c'est pour ça que on va le voir Ouais, maintenant bah sur voilà, la ça fait une stratégie, parfaite sur transition. la stratégie de C'était pas gestion. prévu, mais voilà. Donc Ouvrons le capot. voilà, Regardons ce qu'il y a à on va l'intérieur de voir un ce. petit peu. Et donc tu vois ici que les sociétés de royauté, bah, aujourd'hui on a plus de 12% de notre portefeuille. D'habitude, on est plutôt autour de 9-10%. Ouais. Et donc là, on a mis un curseur un petit peu plus élevé sur ce segment de société. Et puis aussi, je me permets, Charlotte, une Oui, diversification aussi sur les autres matières premières. oui, alors Toujours un petit peu. oui, toujours un petit peu. Là, c'est pareil, on est assez élevé au niveau de la diversification, notamment sur le cuivre, hein. Tu sais Ouais. que souvent, le cuivre et l'or sont sur des mêmes dépôts. Et on voit aussi, et donc ça, je l'ai vu et entendu confirmer lors de cette conférence à Denver, on voit que les grandes majors sont intéressées de plus en plus par cette diversification vers le cuivre. Donc voilà. D'ailleurs, le cuivre, on l'appelle maintenant l'or rouge. Voilà. Donc on a eu l'or noir, l'or jaune, et maintenant nous avons l'or rouge qui est le cuivre. Donc cette diversification, elle reste assez importante, effectivement, aujourd'hui, puisqu'on a à peu près, on va dire, pas loin de 10%, hein, donc sur de diversification aujourd'hui. Et ta poche de liquidité assez. Assez élevé. Alors là, c'est arrêté au 31, Oui, d'accord. mars. Elle est aujourd'hui, 15 novembre, plus proche de 3%. D'accord. On continue quand même d'être relativement bien investi, notamment bah, pour profiter aussi, hein, du rebond qu'on connaît Mhm. et qui semble peut-être se poursuivre, hein. On rentre dans une période où le secteur est souvent un peu mieux, un peu plus porteur. Voilà. D'accord. Ok. Hein, donc, voilà. Sur notre portefeuille aurifère, finalement assez peu de changements, hein, toujours les mêmes catégories, Mhm. avec quand même donc des juniors et des développeurs sur des positions assez importantes. Et puis, on voit les effets un petit peu de la consolidation de ce secteur, avec donc la part finalement donc des sociétés intermédiaires qui est plus faible que d'habitude, parce qu'en fait,
elles fusionnent entre elles et donc passent du côté des majors. Donc voilà. Donc les sociétés argentifères, on favorise toujours Aya Gold, hein, qui est vraiment une société qui va être en croissance de production l'année prochaine et puis qui a des coûts de production très importants. Et on aime bien également cette société dans le cadre ESG de notre portefeuille, puisque c'est une société qui vient d'obtenir un financement auprès de la Banque européenne de près de 100 millions, hein, qui est quand même une taille importante, et le taux d'intérêt de ce financement dépend donc des objectifs, de critères ESG, de KPI, hein, donc comme on les appelle. Et donc plus les KPI seront atteints, plus le taux va diminuer. Donc ça, c'est très nouveau dans l'industrie. Et nous, on trouve que c'est très, très favorable et ça montre l'engagement aussi de cette société par rapport à l'investissement socialement responsable. Oui. Et puis, Voilà. je rebondis sur ça aussi, Oui, Charlotte, parce que c'est vrai que depuis de nombreuses années maintenant, tu as fait un gros travail sur l'ESG au sein de ton portefeuille. Et c'est vrai que au niveau des sociétés que tu as en portefeuille, on voit qu'il y a des améliorations sur ce sujet-là. Et puis c'est très important parce que oui, ça limite aussi le risque. C'est vrai oui. que tu nous parlais des fois de risques géopolitiques ou de risques voilà, liés à des environnements extra-financiers. Donc toi, Mhm. ça te permet d'être tout à fait en ligne avec ces choses-là. Oui, tout à fait. C'est tout à fait ça, hein, puisque finalement, l'industrie minière, c'est une industrie de risque, hein. On est là aussi pour gérer les risques et d'intégrer effectivement tous ces éléments, tous ces critères environnementaux, sociaux et puis de gouvernance, effectivement, ça nous permet donc de mieux gérer globalement les risques, hein, de ces sociétés au sein de notre portefeuille. Et on a aussi une note globale, hein, de notre Mm. portefeuille. euh, voilà, qui est supérieure à notre univers, hein, donc de société. Voilà. Donc sur les sociétés de royauté, donc je privilégie toujours enfin les deux plus importantes, hein, qui me semblent les plus solides, donc qui sont Franco-Nevada et Wheaton Precious. Et on a investi pas récemment, hein, au cours de l'été sur Osisko Gold Royalties, donc pour renforcer ce compartiment. Voilà, parce que Osisko Gold Royalties détient une royauté donc, sur Canadian Malartic, hein, qui est un actif en production au Canada et qui va augmenter, donc qui va passer en production d'une mine souterraine et qui va augmenter encore donc la durée de vie de la mine. Et comme c'est vraiment l'optionnalité de ce business model, donc du coup, Osisko Gold Royalty va en profiter. Sur l'exposition du portefeuille, eh bien, vous voyez que on est quand même très investi sur l'Amérique latine et l'Amérique du Nord, hein. C'est vraiment le continent américain que l'on privilégie aujourd'hui et qu'on a quand même un portefeuille qui reste très concentré puisque vous avez 40,8% de notre portefeuille qui est détenu sur les 10 premières sociétés. J'en profite, Charlotte, parce qu'on a Oui, une question sur le oui, chat. N'hésitez pas d'ailleurs à poser vos questions. On oui. nous demande un petit rappel sur ce que ça signifie les majors, les Ah, juniors, les pardon. intermédiaires. D'accord, C'était sur très le bien. slide Sur le précédent. slide précédent, alors effectivement, sur les majors, alors en fait, on classifie les sociétés comme ça. Donc les majors sont les grandes sociétés aurifères, hein, qui produisent plus de 1,5 million d'onces, hein, 1,5 million d'onces, hein, donc là, et qui ont en règle générale entre 5 et 10 mines en production dans des pays souvent assez safe, hein, ce qu'on appelle safe. Et alors pourquoi on dit qu'elles sont major? Déjà en termes de market cap, elles sont supérieures. Et puis si vous avez un problème sur une mine, eh bien vous ne mettez pas en risque tellement la société puisque vous avez les autres actifs en production, etc. Donc, c'est les sociétés dites les moins risquées de ce secteur. C'est pour ça qu'on les pondère de 2 à 10%. Les plus grandes majors, dans notre top 10 que vous avez ici, vous retrouvez, voyez, dans les premières positions
essentiellement donc des majors. Ensuite, vous avez les sociétés de taille intermédiaire, donc elles sont plus petites, elles ont moins d'actifs en production, elles sont souvent ou parfois dans des pays plus risqués, on va dire, avec des juridictions un peu plus risquées. Ça peut être l'Amérique latine, ça peut être l'Afrique, par exemple. Et donc, comme elles ont moins d'actifs en production, c'est souvent plutôt entre 1 à 5 actifs. Si vous avez un problème sur un actif, eh bien, vous avez plus de risques sur la production globale de votre société. Donc, on les pondère plutôt entre 2 et 5%, enfin 1 et 5%. Voilà. Et donc, elles produisent moins d'1 million d'onces. Elles produisent souvent entre 250 000 onces et 1 million d'onces. Ensuite, les juniors, ce sont des sociétés qui ont en règle générale un seul actif, qui produisent moins de 250 000 onces, donc, et qui sont souvent dans des juridictions plus difficiles aussi, mais pas toujours, hein, puisque Wisdom, par exemple, est au Canada, mais par exemple K92 est en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Vous voyez, donc c'est assez variable, mais elles ont un seul actif en production. Et donc là, le risque, effectivement, il est plus élevé puisque si vous avez un problème dans votre production, eh bien, les résultats de la société vont être tout de suite pénalisés. Enfin, les développeurs, eh bien là, c'est vraiment plutôt des développeurs, il n'y a pas de production, c'est une vraie optionnalité en fait sur le prix de l'or. Donc, c'est des sociétés qui sont très très volatiles par rapport aux autres puisqu'elles évoluent vraiment très fortement en fonction donc du prix de l'or. Et donc, vous voyez donc sur le bas de la slide, donc en fait, il y a une échelle de risque. Vous passez des majors les moins risqués avec une pondération plus importante dans notre portefeuille, aux sociétés les plus risquées, avec une pondération évidemment plus faible dans notre portefeuille. Charlotte, on boit tes paroles, on ne voit pas le temps passer. Ah, il est déjà, voilà. Pour conclure, et puis après, on a reçu encore une question sur l'ESG, donc je ne sais pas si tu veux peut-être finir d'abord. Alors oui, pour conclure, donc on reste quand même assez constructif sur l'ensemble de l'année, sur le niveau de l'or, parce que finalement, aujourd'hui, le prix moyen de l'or, depuis le début de l'année, il est de 1 800 $ l'once. Alors même si on sera probablement pas sur ces niveaux-là sur le dernier trimestre pour l'instant, donc on aura quand même un prix de l'or qui sera bien supérieur à 1 750 $ l'once sur l'ensemble de l'année. Donc compte tenu de la courbe des coûts que je vous ai montré tout à l'heure, on est assez confiant et on est légèrement en baisse par rapport au prix moyen de l'année dernière. Donc c'est pas très grave, mais c'est vrai que c'est quand même légèrement en baisse. Les sociétés productrices, elles, restent vraiment toujours focalisées sur les free cash flow. Elles ne rentrent pas dans des développements ça, on forts. l'a bien vu. Ça, on l'a bien vu, et ça, c'est vraiment important. Il y a toujours cet effet de levier sur le prix de l'or. Dont on a moins parlé aujourd'hui. On a moins parlé aujourd'hui, puisqu'on est plutôt sur une tendance un peu baissière. Voilà, mais il y a quand même cet effet de levier. Et globalement, donc, le fonds CMAM Global Gold. C'est moi qui vais le dire. C'est un fonds de qualité, très bien géré avec une très bonne gérante. J'enchaîne sur la dernière question, Charlotte. C'est une question qui porte sur l'ESG. Alors, je te la lis. Envisagez-vous de détenir un label ISR qui soit français ou luxembourgeois? Est-ce qu'on fait un travail en ce sens chez Crédit Mutuel AM ou pas encore? En tout cas, je réponds juste sur le process. Il y a un process ESG qui est mis en place depuis quelques années maintenant. Est-ce que il faut le concrétiser avec un label, oui ou non? Alors actuellement, non, on n'est pas dans un processus pour mettre en place un label ou ISR, qu'il soit français ou européen, ou luxembourgeois ou allemand, puisqu'on a travaillé un petit peu sur le sujet durant cet été. Cependant, on a quand même, le fonds est quand même article 8, catégorie 2, donc il répond déjà à un certain nombre de critères et d'obligations qui sont donc, puisque l'ensemble des sociétés de notre portefeuille sont notées par le pôle finance responsable et durable donc, de Crédit Mutuel Asset Management, donc, qui est totalement indépendant donc, de la gestion. Donc ça, c'est important, ça ne nous empêche pas de travailler ensemble, mais
ils ont leur notation sur lesquelles je ne reviens pas. Et donc, notre portefeuille donc, est noté. Et comme je le disais, donc, il a une note aujourd'hui globale de 5, Ouais. qui est supérieure à la note donc, de notre univers d'investissement, qui est de 4,6. D'accord, donc Donc, plutôt bon élève. plutôt bon élève. On a quand même aussi des sociétés qui sont catégorisées dans les acteurs engagés, hein, donc la meilleure catégorie chez nous. Et on exclut évidemment les sociétés qui ont des controverses graves, hein, Bien voilà, et des sociétés qui sont vraiment dans les moins bons, qui sont dans la première catégorie, donc des sociétés qui ont la moins bonne note ESG de notre pôle Fred, et qui Oula, est ça rentre donc pas. voilà, et donc qui représente les acteurs qui ne sont pas du tout engagés, par exemple, ou qui ne sont pas notés par les sociétés de notation. Et donc, ceux-là, on les exclut. Ok, Voilà. super. Merci beaucoup, Charlotte. Très bien. Merci à tous de nous avoir suivis et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau webinaire. Bonne journée. Au revoir. Merci, Valentin.